On entend très souvent de la part de ceux qui soutiennent ce pouvoir-là, donc les partisans, y compris les sympathisants du pouvoir centrafricain, dire que cette constitution, celle qu'ils appellent aujourd'hui constitution, et que pour notre part, ce n'est pas le cas, a été votée majoritairement. Mais encore là, j'avais précisé, en termes de procédé, il y a eu l'équipe qui a été mise en place par le président de la République à l'époque, avait été considérée comme anticonstitutionnelle par la Cour constitutionnelle à l'époque. Et il y a d'autres faits comme ça. Et d'ailleurs, ce sont ces faits-là qui ont poussé le président de la République à limoger. C'est totalement limoger. En tout cas, ce qui pose problème complètement en fait en faux. Mais ce qui pose problème, en tout cas, c'est vraiment aussi l'article 67. Donc, réagissez justement aux propos de monsieur. Oui, en fait, je mérite en faux. En fait, en ce qui concerne en fait ce que Shadrack appelle en fait la manière de procéder. Je voulais rappeler en fait que cette constitution, notre constitution actuelle, a été l'émanation du peuple centrafricain. Ça a été une demande, en fait, de la base. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. À l'approche donc des élections Centrafrique, la question du troisième mandat pour Faustin-Archange Touadéra se pose au sein de la diaspora centrafricaine. Et pour en parler au sein de la diaspora, nous faisons un débat avec Jules Martial Beyam. Bonsoir. Bonsoir Madame Dalini, merci de m'accueillir dans ce débat. Alors, vous êtes secrétaire exécutif du MCU France. D'un autre côté, nous accueillons Shadrack Delesti. Bonsoir. Bonsoir, Madame Dalini. Alors, vous êtes le porte-parole du Rassemblement unitaire de Paris. Et pour justement rentrer dans le vif du sujet, messieurs, en quelques mots, je me tourne donc vers vous, monsieur Beyam. Est-ce que, aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce que représente la candidature de monsieur Archange Touadéra pour l'avenir donc de la démocratie en Centrafrique ? Le président Touadéra est un artisan, patient, mais surtout résilient de la reconstruction d'un État longtemps abandonné. Il a réussi à redresser un pays. Il a hérité d'un pays en ruine qui était décimé par les groupes armés, où il n'y avait pas de fiscalité, où il n'y avait pas donc en fait de légitimité pour les institutions qui étaient en place. Il a réussi donc à faire relever la République centrafricaine et à ramener ce qu'on appelle aujourd'hui la paix progressivement. Aujourd'hui, nous avons un État qui fonctionne. Pour moi, c'est la première victoire. Donc c'est pour cette raison, s'il le souhaite en tout cas, il doit devoir en fait, parce qu'on l'a demandé, de continuer à diriger au destiné de notre pays. Pour vous, monsieur Delesti, est-ce que c'est le cas? Est-ce que justement, monsieur Touadéra est un avenir pour la démocratie en Centrafrique? Alors, merci pour cette question. Juste avant de répondre à votre question, j'aimerais apporter une précision sur la présentation qui avait été faite. Le Rassemblement unitaire, ce n'est pas une dynamique essentiellement localisée à Paris, c'est une dynamique qui va au-delà de Paris. On a aujourd'hui des représentants qui sont en Europe, en Afrique également, et on envisage de déployer justement cette stratégie-là un peu partout dans le monde. Et pour rappel, pour les personnes qui vont nous suivre, le Rassemblement unitaire, ce n'est pas un parti politique. Il faudrait que ça soit clair dans les esprits de chacun. C'est un cadre de travail, un framework de lutte qui a pour objectif de conscientiser, d'éveiller la conscience de la masse prolétaire centrafricaine. Parce qu'on s'est rendu compte que pendant très longtemps, on a abruti la masse, ce qui fait qu'on peut aujourd'hui manipuler très facilement la population centrafricaine dans sa globalité. Et donc maintenant, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui peut justifier la candidature du président de la République actuelle pour les prochaines élections en République centrafricaine? Pour nous, il n'a plus à se présenter à une élection quelconque, et plus précisément présidentielle, pour une raison simple. Le président de la République a prêté serment 2 fois, à 2 reprises sur la Constitution promulguée le 30 mars 2016. Et cette Constitution dit précisément qu'il n'a pas droit à faire plus de 2 mandats. Donc là, il est sur son second et dernier mandat. Pourquoi je dis qu'il n'a plus le droit de se présenter? La Constitution centrafricaine, c'est une loi, comme toute autre loi, qui doit être respectée dans son intégralité. Et il s'avère que, alors pour expliquer un peu ce que je dis, je vais vous donner un exemple de quelqu'un, par exemple, qui a été condamné
par le code pénal centrafricain à 20 ans de prison en janvier 2025. Quelque temps après, les législateurs ont décidé de faire évoluer le code pénal pour augmenter par exemple la durée qui est de 20 ans pour un crime commis par une personne condamnée en janvier, et ils décident de faire passer ces durées à 30 ans ou 50 ans pour essayer de dissuader d'autres personnes qui vont peut-être causer les mêmes crimes. La personne qui a été condamnée en 2025, janvier 2025, si le code pénal est modifié aujourd'hui en juin, pour faire passer ces durées de 30 ou de 20 à 50 ans, ben la personne qui a été condamnée et qui est déjà en prison ne va pas prendre 10 ans de plus ou bien 30 ans de plus sur sa peine. Elle va exécuter ses 20 ans. Maintenant, la personne qui va commettre un crime à partir de cette date, la date où la loi a été promulguée, cette personne prendra 50 ans si elle est condamnée et jugée. Donc le président de la République, qui a prêté serment sur la Constitution de 2016, lui, il n'a droit qu'à 2 mandats. Il ne peut pas faire un autre mandat. Donc en quelques mots, il n'est pas légitime alors. Il n'est pas du tout légitime. Alors, ce qui ne va pas me surprendre, c'est quelqu'un qui a l'habitude de violer des textes de loi. Donc je ne serai pas surpris demain d'entendre qui va se présenter. Parce qu'il a prouvé plusieurs fois qu'il ne respecte pas les textes de loi. En tout cas, pour le moment, il ne s'est pas encore présenté. Là, on aborde vraiment les possibilités de candidature et vous souhaitez réagir? Je souhaite réagir notamment sur cette question-là pour dire en fait que jusqu'au moment où nous sommes, le président Touadéra respecte en fait la Constitution, l'ancienne Constitution. Et donc, il est en train de diriger notre pays dans le cadre donc, de cette ancienne Constitution-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, les Centrafricains ont décidé de réformer la démocratie dans notre pays. Une nouvelle constitution, donc notre constitution, celle qui hérite notre pays, a été votée et promulguée. Lorsque une constitution est promulguée, elle s'impose à tous. On va en parler justement. Il faut dire que le président Touadéra satisfait aux exigences de cette nouvelle constitution-là. Donc, à la demande du peuple, s'il le souhaite, il pourrait légalement se représenter. En tout cas, faisons d'abord un point donc, sur les bilans et les perspectives donc, de la légitimité du président Touadéra. Monsieur Beyam, selon la Banque mondiale, justement, avec 70% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté, quel est votre regard sur l'évolution socio-économique de la Centrafrique depuis vraiment le début du mandat de monsieur Touadéra? Alors, je veux d'abord dire que les chiffres de 70% que vous donnez... Selon la Banque mondiale. Alors, ces chiffres-là sont faux. Parce qu'on parle aujourd'hui de 60% et non 70%. Mais dans ce cas-là, comment vous le voyez? Attention, nous sommes dans une démarche de reconstruction d'un État pas à pas. On ne peut pas analyser la situation de la République centrafricaine en oubliant ce que le pays a connu. Le président Touadéra, je l'avais dit, a fait un travail énorme dans les conditions que nous connaissons. Vous me parlez du volet socio-économique du pays. Mais moi, je pense qu'il faut parler au moins de 3 volets. Il faut aussi y ajouter d'abord la partie sécurité. On va en parler. Justement. Sur le plan socio-économique, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et je vais vous dire, aujourd'hui en République centrafricaine, le projet minier est en route avec une valeur de plus de 15%. Nous avons des routes qui sont en train d'être bitumées en République centrafricaine. Nous avons des hôpitaux qui ont été reconstruits. Nous avons mis en place, en fait, une politique qui permet à notre population de pouvoir, en fait, vivre mieux aujourd'hui en Centrafrique. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Les salaires sont payés régulièrement en Centrafrique. Donc, il y a beaucoup de choses sur le plan socio-économique. Et comme vous avez dit qu'on reviendra sur le plan sécuritaire, on reviendra dessus. Je voudrais vous faire réagir, Monsieur Delesti, aux propos donc, de Monsieur Beyam. Est-ce que vous êtes d'accord, sachant que oui, la situation est aussi héritée donc, de décennies d'instabilité en Centrafrique. Est-ce qu'il faut le prendre en compte dans ce bilan-là? Alors, je suis triste de constater qu'en face, M. Beyam nous avance des arguments sans fournir des preuves, des arguments qui ne sont pas du tout consistants. Alors, il a parlé des routes, il a parlé d'hôpitaux, il a parlé de salaire. Payer un salaire, ce n'est pas un succès en soi. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il a parlé de routes. On a un réseau routier de 24 000 km. 24 000 km. Lors des promesses électorales, il était question que ce pouvoir réalise, c'était leur mot,
5000 km de route. On est aujourd'hui à 78 km sur 24 000. Je vous laisse faire le rapport, le ratio, pour mesurer en termes de pourcentage combien ça représente. Maintenant, vous avez posé une question sur un bilan social, donc un bilan socio-économique. Je vous précise simplement qu'on vit dans un pays où même les morts ne sont pas respectés. Nous n'avons pas de cimetière dans ce pays-là. Un pays qui représente, en termes de superficie, 623 000 km², avec une population qui avoisine à peu près, selon les chiffres qu'on entend, 6 millions aujourd'hui. Et on n'a pas de cimetière. Ça, c'est un élément. On a une population qui n'a pas d'eau potable. Ça pose des problèmes de santé publique. On a une croissance qui est en baisse de manière continue. Et ça, depuis 2016. En plus de ces éléments-là, et ça c'est reconnu même par le ministre des Finances, on a un taux de pression fiscale qui est de 8% aujourd'hui. Concrètement, ce que l'État doit prélever en termes de taxes, légalement, il n'arrive pas à prélever. C'est-à-dire qu'on a à la tête de notre pays des personnes qui n'ont pas les profils qu'il faut pour faire avancer ce pays-là, malheureusement. Et en plus de ces éléments-là, on a l'inflation qui est en augmentation. L'inflation, très clairement, la population elle a du mal à vivre. Et quand vous avez avancé le chiffre de 70% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté extrême, il faut préciser, M. Beyam il a essayé de contredire justement ce que vous avez dit en parlant d'un chiffre de 63%. Mais je rappelle ici à M. Beyam… 60%, j'ai dit. 60%, voilà. Mais je rappelle ici à M. Beyam qu'il y a eu en 2023 un rapport édicté par une société que l'État centrafricain même a mandaté pour faire la notation financière de la République centrafricaine. Et il s'avère que dans ce document, le chiffre que vous avancez, c'est le chiffre qui est présent dans ce document-là. 68%. Et selon les prévisions du document en question, on devait atteindre aujourd'hui, ou voire dépasser les chiffres de 70%. Donc en 2025, je suis persuadé qu'on a dépassé les 70% des personnes qui vivent malheureusement sous le seuil de la pauvreté. Donc une pauvreté extrême de la majeure partie de la population centrafricaine. Et en plus de ces éléments-là, il y a plusieurs choses. En termes de santé publique, on a une mortalité infantile en augmentation, on a le déficit de personnel de santé, on a un problème d'accès aux médicaments, on a la mortalité maternelle aussi en augmentation. Il y a beaucoup d'éléments qui démontrent clairement que sur le volet socio-économique, il y a clairement un problème. On a pendant 9 ans une équipe à la tête de ce pays-là qui est censée la faire avancer, la République centrafricaine. Malheureusement, on constate ce que je viens de dire à l'instant. Et justement, pour rebondir, qu'en pensez-vous en tant que justement secrétaire exécutif du MCU France? Est-ce qu'on prend en compte ces données-là? Je veux réagir en fait pour dire que les propos que vient de tenir M. Ouani sur la situation socio-économique de notre pays n'est pas totalement vrai. En réalité, il y a eu des avancées, il y a eu des progrès. Il y a beaucoup de défis, ça, je le partage. Mais si on regarde en arrière, si on regarde les indicateurs socio-structurels, on se rend en réalité compte qu'il y a eu beaucoup de progrès. Quels sont ces indicateurs-là? Alors, je vais d'abord prendre un indicateur structurel. Pour dire qu'en République centrafricaine, hier, on était à moins de 90 milliards de recettes de l'État. Quelle période ça? Nous avons complètement nous avons doublé, et même plus que doublé, puisque aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 milliards. De recettes fiscales? De recettes fiscales. Pas sur quelle période, justement? Sur la période de 2023 jusqu'à maintenant. Si on continue à regarder les indices, parce que c'est important de regarder les indices, et moi je pense qu'il faut regarder surtout les indices qualitatifs, mais aussi humains. Les Centrafricains vivent mieux aujourd'hui. En République centrafricaine, aujourd'hui, il y a moins de décès, comme il vient de l'évoquer. Quelles sont vos sources? Qu'est-ce qui je vous donne les sources de la PNUD. Et donc, selon l'IDH, les Centrafricains vivent un peu plus longtemps, puisque l'espérance de vie a augmenté en République centrafricaine. Il faut regarder ça. Il y a moins de mortalité infantile en République centrafricaine, parce que moi, j'ai un petit frère qui est médecin et qui me dit que la qualité d'eau s'est améliorée et il voit de moins en moins de décès des enfants parce qu'il y a moins de crises de typhoïde. Donc, ce sont des éléments qui permettent en fait de toucher du doigt, si on peut le dire ainsi, les différentes évolutions
et progrès. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup reste à faire. Il faut le dire, il ne faut pas donner des chiffres pour faire du populisme. Non, nous sommes dans un État qui, il n'y a pas longtemps, a été fragilisé, complètement à terre, et qu'on a réussi à redresser aujourd'hui. Donc pour moi, c'est vrai, tout n'a pas été correctement fait, mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progrès. Et sur l'IDH, je vais vous dire que le chiffre que nous avons atteint aujourd'hui n'a jamais été enregistré en République centrafricaine. Nous sommes à plus de 0,400 d'IDH en République centrafricaine. Et ça ce qui n'a jamais été le cas. Cela nous place à quel niveau? Alors, peu importe le niveau, nous étions... On a régressé. On était les derniers. On était le dernier. Je vous dis aujourd'hui, nous sommes remontés. Non. Alors, en 2021, progrès. On était classé 188. Aujourd'hui, on est classé 191. On a régressé. Non, c'est pas vrai. Alors, continuez vos propos, on va donc, nous sommes passés un peu plus à moins 188e, de... 191e. 5e place avant le dernier, alors que nous étions le dernier. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des défis à relever. Mais je vous dis que nous avons un État qui fonctionne aujourd'hui et qui est au boulot, qui fait le travail sur le leadership du président Touadéra. Donc en soi, c'est un peu comme M. BM m'a dit, est-ce que vous faites du populisme en disant ça, étant donné que certes, on sait que les défis centrafricains, la Centrafrique s'est fragilisée avec donc beaucoup de situations sécuritaires. Est-ce qu'en ayant ce discours, vous faites du populisme? Alors c'est le problème avec ceux qui gèrent ce pouvoir, malheureusement. Ils ont tendance à ne pas voir la réalité en face. Et ça, c'est leur problème, de dire la vérité très clairement aux Centrafricains. On sait clairement qu'on est dans un pays qui a connu beaucoup de crises. Et vous reconnaissez donc qu'il y a des défis quand même à faire. Les défis sont énormes, mais malheureusement, en 10 ans, ceux qui sont au pouvoir n'arrivent pas à faire avancer ce pays-là. Le problème, il est là. Je rappelle un détail. La République centrafricaine, en 9 ans, presque 10 ans maintenant, avait voté un budget d'investissement. Parce que quand on regarde toutes les lois de finances depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, 2024 plutôt, je m'arrête à 2024 parce que 2025, le budget continue. On n'a pas terminé l'exécution. On a voté en tout un budget de 914 milliards de francs CFA. 914 milliards. Quand on essaye de voir les réalisations avec un montant pareil, la question, elle est vite tranchée. Et justement, comme la question est vite tranchée, étant donné que, en soi, on peut dire que les défis, au niveau de la socio-économique sont à prendre. Les téléspectateurs ont bien pris en compte vos chiffres et justement les avancées et les choses à faire. On va passer désormais au volet sécuritaire. On a vu que justement, M. Beyam, que le recours à la MINUSCA ou encore à Wagner ont permis à repousser les rebelles. Mais là, la Centrafrique reste tout de même instable justement et dépendante de ces acteurs extérieurs. Est-ce que cette stratégie justement de faire appel à des mercenaires russes, soit toujours dans le long terme pour garantir la sécurité et la souveraineté nationale à long terme? La sécurité en République centrafricaine s'est beaucoup améliorée. Et vous l'avez évoqué, cela également grâce en fait à nos partenaires bilatéraux, dont la Russie qui est un acteur majeur, le Rwanda, et également les missions donc, de l'EUTM et puis de l'EAM. Donc qui accompagne en fait notre force armée. Ce qu'il faut noter, c'est que l'effectif en fait de nos hommes sur le terrain, et je parle là en fait d'un pays qui partage plus de 5 950 km² de frontières, 5 950 km² de frontières avec des pays frontaliers qui sont dans un état aussi de sécurité que l'on connaît. D'accord ? Hier, nous avons une armée qui était constituée de 7 000 hommes. Aujourd'hui, on a réussi à faire élever ces chiffres-là à plus de 23 000. Si je ne me trompe pas, nous sommes maintenant à 28 000 hommes. Nous avons fait également élever le niveau donc, de sécurité donc, en ce qui concerne le domaine de la police, de la gendarmerie, etc. Tout cela a permis de rétablir progressivement de la sécurité sur l'étendue du territoire. Donc hier on disait qu'il y avait 80% du territoire qui était entre les mains des groupes armés. Aujourd'hui, l'autorité de l'État est revenue dans toutes nos préfectures.
Donc, il y a un travail colossal qui a été fait. Il y a certainement encore des petites poches en fait, d'insécurité, mais il y a les groupes armés, on les a complètement, ont complètement disparu. Il existe aujourd'hui, si je ne me trompe pas, 2 groupes armés en République centrafricaine. On était parti sur un chiffre de 14. Grâce aux accords et aux mains tendues du président Faustin Archange Touadéra, il a réussi à imposer la paix par cette méthode-là. Vous êtes d'accord ? Et ça a permis en fait que le pays est maintenant sur les rails. On peut maintenant parler des moyens, etc. C'est donc ça la base en fait pour moi. Donc dire qu'il y a encore de l'insécurité en Centrafrique, c'est avoir mauvaise foi que de dire cela. Ah ben là, on a Si donc on le populisme, de la mauvaise foi. Est-ce qu'on est en sécurité justement en Centrafrique aujourd'hui ? Alors, il a dit des choses qui sont partagées, qui sont vraies et que je partage, notamment quand il a parlé d'un chiffre en augmentation de l'effectif de l'armée. On est d'accord sur cette question-là. On a un chiffre qui est en augmentation, effectivement, si on compare. On fait une comparaison en prenant le repère 2016, lorsque le président a accédé à la magistrature suprême. Le problème que vous avez soulevé ici, c'est un problème de la sous-traitance. Notre sécurité est aujourd'hui sous-traitée. Et il n'y a pas que ça. Il y a d'autres volets aussi. Il y a d'autres services régaliens de l'État sous-traités justement à des entités exogènes qui ne sont pas centrafricaines. Et je précise. Il a parlé d'un chiffre qui est de 23 000 hommes armés. On entend très souvent ceux qui dirigent ce pouvoir-là ou ceux qui soutiennent ce pouvoir-là nous dire qu'on a une montée en puissance de l'armée. Aujourd'hui, on continue de tuer des Centrafricains dans le pays. Et la République centrafricaine ne se limite pas qu'à Bangui. À Bangui, effectivement, on a la sécurité. On ne tue plus, on n'entend plus les crépitements d'armes, etc. Mais dans l'arrière-pays, on continue de tuer. Il a évoqué ici 2 groupes armés qui faisaient partie, qui sont visiblement actifs encore, qui continuent de tuer, et avec qui le pouvoir en place a signé récemment un nouvel accord. Sachant que ces 2 groupes ont signé l'accord de Khartoum avec le pouvoir en place, ils n'ont pas respecté leur engagement. Leur engagement consistait à dissoudre les différents groupes. Normalement, on ne devrait plus entendre parler de ces groupes aujourd'hui. C'est encore d'actualité. En 2019 2019. Il était question aussi de désarmer leurs hommes. Alors, la question qu'on se pose naturellement, pour quelles raisons l'État centrafricain, alors ils avaient fait le coup déjà en 2019, mais là, 2025, pour quelles raisons ils vont aller signer à nouveau un accord avec des groupes armés? La question c'est, est-ce que ces groupes armés, à 2, ils ont des hommes qui dépassent les 23 000 qu'on entend? Est-ce qu'ils sont surarmés, contrairement à l'armée nationale? Parce qu'en termes de moyens, je pense que l'armée centrafricaine, aujourd'hui on entend ceux qui soutiennent ce pouvoir-là dire qu'on a une montée en puissance. En termes d'armement, ils sont bien équipés, avec des moyens aériens, etc. Pour quelles raisons on n'arrive pas à neutraliser un groupe, 2 groupes d'ailleurs, de rebelles? Ils ont combien d'hommes? Ils ont plus que 23 000 hommes ou bien moins. En armement, ils sont plus équipés que l'armée nationale ou c'est le contraire? Et où est-ce que ces groupes sont localisés? Et c'est là où, derrière cette question, on voit très clairement la même stratégie déployée par le pouvoir en 2019 qui consistait à baliser le terrain parce que les élections approchent. Il faut bien baliser le terrain pour pouvoir voler à nouveau les élections. Alors, voilà la stratégie qui est derrière tout ça. Là, ce qu'il est en train de dire, en fait, M. Ouani, est totalement, en fait, injuste. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsque le président Touadéra avait fait le choix de la main tendue envers nos frères qui ont pris les armes, beaucoup... Alors, nos frères, il y a des étrangers, il faut le préciser. Les 2 avec qui vous avez signé cet accord sont des étrangers. Beaucoup disent qu'il n'est pas incisif, qu'il se trompe, etc. Mais en réalité, c'est cette main tendue qui nous a permis, de sauver des vies centrafricaines. M. Ouani est en train de dire qu'on a signé un accord avec des groupes armés et certains groupes armés n'ont pas respecté. C'est vrai. Mais est-ce que c'était mieux de signer cet accord qui soit bancal, mais qui a permis quand même de sauver des vies? Bancal en quoi? Mais tel que vous le dites, puisque vous dites que... Non, je n'ai pas dit que l'accord est bancal, j'ai dit qu'ils ont signé un accord qui n'a pas respecté leur... Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Aujourd'hui, le président Touadéra, quand il était arrivé au pouvoir, il n'avait pas de problème avec les rebelles quand il est arrivé au pouvoir. Ce n'est pas contre lui, en fait, que les rebelles ont pris les armes. Il a négocié, il a pris un peu plus de
3 ans pour obtenir l'accord de Khartoum. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2021? L'ancien président est revenu, il a réussi à faire ressortir de cet accord-là au moins 5 groupes armés pour aller encore chercher à attaquer le pays. Malgré tout cela, le président n'a pas dévié. Il est resté sur sa volonté de sauver des vies centrafricaines, de protéger la République centrafricaine en faisant toujours la politique de la main tendue. Aujourd'hui, grâce à cela, certains groupes armés qui doutaient en réalité de la bonne foi du pouvoir, de pouvoir les faire réintégrer, ont vu que certains d'entre eux qui sont revenus travaillent aujourd'hui dans l'armée et dans la police, etc., servent aujourd'hui notre pays. Donc c'est pour dire que ce choix de la main tendue, de l'accord, de discussion, d'échange, c'est le seul choix qu'il faut faire pour que la paix revienne. Et c'est le cas parce que la paix est revenue. Et qu'en est-il des institutions et de la bonne gouvernance, étant donné que là, vous avez dit justement que les propos de M. Delestier étaient injustes. Et qu'en est-il justement de cette nouvelle constitution de 2023 ? Est-ce que pour vous, vous la jugez aussi injuste ? Mais la nouvelle constitution de 2023, elle est une émanation de la population, du peuple centrafricain. En quoi elle peut être injuste ? Cette constitution a été mise en place de la meilleure manière qu'il existe. Elle a été votée par un référendum. Elle a été votée par un référendum. Montrez-moi un autre outil démocratique que cette voie-là. Dans ces cas-là, pourquoi M. Delestier, l'opposition, dit que c'était un coup d'État institutionnel ? Alors, un coup d'État, parce que encore là, ils ne sont pas adeptes de la vérité, ceux qui soutiennent le pouvoir centrafricain, malheureusement. Le procédé était complètement erroné. Il a dit que la constitution de 2023, celle qui a été promulguée le 30 août 2023, a été votée de la meilleure des façons, parce qu'il y a eu un référendum. Je rappelle ici à je ne connais pas un autre outil démocratique. J'ai parlé de procédé. J'ai parlé de procédé. Comment on en est arrivé à là? Eh bien moi, je pourrais également vous raconter comment ça s'est passé. Il y a eu des violations cascades. Il y a eu des violations cascades avant d'en arriver à ce qu'ils appellent abusivement aujourd'hui constitution. Parce que, heureusement d'ailleurs, à l'époque, la constitution de 2016, Martial sait très bien comment l'État centrafricain avait procédé, la transition à l'époque avait procédé pour aboutir à ce document-là. Et on entend très souvent de la part de ceux qui soutiennent ce pouvoir-là, donc les partisans, y compris les sympathisants du pouvoir centrafricain, dire que cette constitution, celle qu'ils appellent aujourd'hui constitution, et que pour notre part, ce n'est pas le cas, a été votée majoritairement. Mais encore là, j'avais précisé, en termes de procédé, il y a eu l'équipe qui a été mise en place par le président de la République à l'époque, avait été considérée comme anticonstitutionnelle par la Cour constitutionnelle à l'époque. Et il y a d'autres faits comme ça. Et d'ailleurs, ce sont ces faits-là qui ont poussé le président de la République à limoger. C'est totalement limoger. En tout cas, ce qui pose problème, complètement en fait en mais faux. ce qui pose problème, en tout cas, c'est vraiment aussi l'article 67. Donc, réagissez justement aux propos de monsieur. Oui, en fait, je mérite en faux. En fait, en ce qui concerne en fait ce que Shadrach appelle en fait la manière de procéder. Je voulais rappeler en fait que cette constitution, notre constitution actuelle, a été l'émanation du peuple centrafricain. Ça a été une demande en fait de la base. C'est venu du peuple. Quelle base? Quel peuple? Celui que vous avez fabriqué. Et voilà. En fait, le problème avec l'opposition en République centrafricaine, c'est que si le pouvoir fait quelque chose, c'est qu'on a acheté. C'est-à-dire, l'opposition chez nous a cette fâcheuse manière de sous-estimer en fait un peuple qui a vécu pendant des années dans des crises, qui a connu plusieurs crises et qui aujourd'hui essaie de relever la tête. On a tendance à sous-estimer souvent en disant que non, on les a manipulés, on les a achetés, c'est quoi le total, etc. Mais lorsque le peuple a demandé, et en réalité, en fait, il n'y a même plus question de discuter de cela, mais comme il faut expliquer, faire une analyse informée, il va falloir que je l'explique. Lorsqu'on avait demandé d'aller choisir cette constitution, pourquoi l'opposition ne s'est pas levée? C'est une autre question, ça encore. Pour aller c'est une autre question. Chercher peut-être à trouver un consensus autour du non. Mais ça n'a pas été le cas. Un seul homme opposant, et que je salue sa mémoire, pour ne pas le citer, M. Bendunga, a battu campagne. Mais il a battu campagne devant tout le monde. Et nous sommes allés
au référendum, on a voté un référendum qui... Ça a désorienté la question. Une constitution qui est aujourd'hui en place. Maintenant, vous me posez la question de savoir qu'en est-il de l'article 67 qui, pour certains de nos compatriotes, est une manière de les exclure. Pourquoi l'article 67 gêne? L'article 67 de notre Constitution, l'esprit en tout cas de cet article-là, est édicté dans plusieurs constitutions en Afrique et même au-delà. En République démocratique du Congo, au Cameroun, au Tchad à côté, en Côte d'Ivoire, etc. Je peux vous en citer. Au Kenya, par exemple, si vous avez une double nationalité, vous ne pouvez même pas être nommé, en tout cas, là, ni entrer en fait, dans l'armée, ni servir. À Bangui et à Paris, il y a eu des protestations justement contre la candidature de Touadéra, contre la vie chère. Est-ce que justement, en rebondissement, au niveau de cette constitution-là, et puis même des arrivées en tant que, avec les élections de 2025, un peu vos propositions, quels sont aujourd'hui les défis à relever justement pour les prochaines élections? Je voulais juste en terminer sur cet article. Un dernier mot. Ouais, vous avez... Sur l'article 67. Pour dire en fait que cet article-là gêne simplement certains de nos compatriotes parce qu'il est exigeant. Pourquoi on reproche à un texte en fait, qui est un esprit d'une république d'être exigeant? En tout cas, il dérange là pour ces élections de Parce décembre que 2025. ceux qui refusent ce texte-là, cet article-là, ne sont pas bêtes, et ça, il faut le reconnaître. Parce que pour eux, s'ils partent, s'ils retirent, parce qu'on les a demandé, en fait, si vous voulez être candidat, soit à la députation ou pour diriger le pays, vous devez en fait renoncer à votre double nationalité. Mais ils disent qu'ils n'en veulent pas. Pourquoi? Parce que j'ai dit qu'ils ne sont pas bêtes, puisqu'ils savent bien que, ils n'ont pas de base populaire. Donc, ils ne veulent pas perdre, en fait, de deux côtés. Beaucoup se font soigner à l'étranger, etc. Donc, pour eux, s'ils renoncent et après, ils vont perdre les élections, ils vont perdre sur tous les plans. Donc, c'est pour dire que nous, on souhaite que la personne qui va diriger notre pays soit exclusivement centrafricain pour pas qu'il y ait des conflits d'intérêts, etc. Ce n'est que... Justement, vous, en tant que porte-parole du Rassemblement unitaire, les revendications que vous avez eues à Paris et au-delà, justement, à Bangui, qu'en est-il? Alors, c'est un faux postulat. Quand j'entends mon co-débatteur déployer son argumentation autour de cet article-là, 67, tout ce qu'il a dit, c'est complètement un faux postulat. Je rappelle, l'article 67 parle des conditions d'éligibilité du président de la République. Et dans ces conditions-là, il doit avoir uniquement la nationalité centrafricaine. Uniquement. Parce que c'est dit dans la même Constitution, dans l'article 10 précisément, que la nationalité centrafricaine est une et exclusive. C'est-à-dire, tous les binationaux, de facto, ils n'ont plus la nationalité centrafricaine. Un binational. Il n'a plus la nationalité centrafricaine. L'article qui pose réellement problème, c'est l'article... C'est totalement faux. Là, il est en train de détourner en fait, le sens et l'esprit de cet article-là. Alors, laisse-moi laissez le bout de propos, il vous a pas compris. C'est pas avoir peur que de dire, parce que là, tu es en train de détourner la... Non, je ne détourne pas. Je ne détourne pas. Je laissez votre propos. Je voulais lever l'équivoque pour dire que, attention, on demande tout simplement... On demande à certaines... On pose des virus sur certains postes pour une question de souveraineté. Parce qu'on arrive bientôt vers la fin de l'émission. Monsieur Delesti, finissez votre propos et ensuite vous allez réagir. N'aie pas peur, laisse-moi aller. Vous avez dit, oui, justement, vous voulez lever cet équivoque-là, pardon, pour dire que, attention, c'est pas vrai, puisque... Mais en tout cas, laissez-le finir, vous allez réagir. Notre constitution, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Tu peux prendre des notes et réagir après. Mais non, parce que tu as dit quelqu'un qui n'est pas juste. Et c'est ça que je voulais juste m'arrêter. Tu peux rebondir, note et tu reprends après. L'article 67, comme je dis, ce sont les conditions d'éligibilité. Et le président de la République, il doit être centrafricain uniquement. Il ne doit pas avoir une autre nationalité. Et ça, c'est dit dans l'article 10 que la nationalité centrafricaine est une et exclusivement, elle ne peut pas être concurremment détenue avec une autre nationalité. Clairement, quelqu'un qui est binational n'est plus centrafricain. Et l'article, d'ailleurs, l'article 61, il y a un article, du Code de la nationalité qui date de 61, je crois, qui dit très clairement, lorsqu'on acquiert une autre nationalité, on perd de facto la nationalité centrafricaine. Donc tous les binationaux ne sont plus centrafricains. Mais le problème va au-delà de cette question d'éligibilité.
C'est dit dans cette constitution que pour occuper même des postes de haute fonction civile et militaire, on ne doit pas détenir une autre nationalité. Et la notion de centrafricain d'origine, qui est dit dans l'article 10, alors il aurait du mal à démonter cette argumentation-là. Aujourd'hui, l'État centrafricain n'a aucun pouvoir pour vérifier la double nationalité des personnes. Il y a le processus électoral qui est en cours, la mise à jour des listes électorales qui est en cours. C'est bientôt. Ce processus-là, il faut le réviser à nouveau, parce que dans cette liste, il y a des gens qui sont binationaux qui sont inscrits sur cette liste-là. Normalement, ils ne devraient pas, puisque la nationalité centrafricaine est une, et on ne peut pas la détenir avec une autre nationalité. Donc vous voyez par ici que les conditions d'éligibilité ne posent pas en soi un problème. Ce qui pose réellement problème se trouve dans d'autres articles de ce document-là, notamment l'article 10 que j'ai précisé, mais ça va bien au-delà de ça. Ce qu'ils ont fait dans la Constitution de 2023 pose beaucoup plus de problèmes qu'autre chose. L'article 65 donne le pouvoir au président de la République, par exemple, de nommer, je dis bien, de nommer un vice-président qui n'a aucune légitimité populaire. C'est quelqu'un qui n'a pas été élu par la population centrafricaine. Alors que dans la Constitution de 2016, en cas de vacance du pouvoir, s'il arrive un malheur au président, il démissionne, il décède. En cas d'empêchement définitif, il y a d'autres conditions. C'est le président de l'Assemblée qui prend le pouvoir et organise dans quelques jours, 45 ou 90 jours, je crois, les élections. Mais aujourd'hui, dans ce qu'ils appellent abusivement Constitution promulguée le 30 août 2023, c'est le président qui va nommer un vice-président. Et ce vice-président, il peut devenir président de la République dans les cas que j'ai cités. C'est-à-dire si le président décède, c'est lui qui prend sa place. Alors, personne ne l'a voté, personne ne l'a élu. Monsieur Béam, dernier mot, et après un mot justement pour les téléspectateurs qui nous regardent sur le bon choix justement à faire à l'approche donc de ce scrutin. Alors, moi, je vais juste rebondir sur le dernier argumentaire là, de M. Ouani, qui dit que la Constitution autorise le chef de l'État à choisir quelqu'un qui n'est pas élu pour être vice-président et que la personne va être président aussi en cas d'empêchement et autres. Moi, je vais dire que cette Constitution-là permet effectivement d'autoriser le chef de l'État de faire ce choix. Mais par contre, ce qu'il n'a pas dit, c'est que le vice-président est chargé d'organiser les élections dans un délai bien précis. Mais il devient président de la République. Ça, il ne l'a pas dit. Mais si, je l'ai dit. C'est constitutionnel. Mais je l'ai dit. C'est constitutionnel. Mais justement, donc c'est quelqu'un qui n'a aucune légitimité populaire. C'est constitutionnel. Tu es d'accord avec moi là-dessus? Il n'a aucune légitimité populaire. C'est normal, c'est légal, c'est constitutionnel. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas de légitimité populaire. Tu es d'accord là-dessus ou pas? Dans ce texte-là, c'est constitutionnel. Donc pour moi, c'est quelque chose de légal. Bon, dans notre texte fondamental, pardon, pour dire les choses ainsi, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bonnes choses. En réalité, l'esprit de cette constitution-là est une serpente. Autour de cette constitution, on peut construire beaucoup de choses. On a posé des digues, une vraie base qui va permettre en fait d'avoir un État sécurisé et souverain, qui correspond en fait à nos réalités spirituelles et culturelles, etc. Donc c'est quelque chose qu'on a construit, mais tout ce que l'opposition a retenu, c'est seulement la question de double nationalité. Et ils auront tout le reste. Il n'y a pas de question autour. Il n'y a aucune question autour de la double nationalité. Moi, personnellement, partout, on m'invite pour faire un débat, c'est pour parler de ce problème. Pour les téléspectateurs centrafricains qui nous regardent, est-ce que vous avez un mot justement pour, à l'approche du scrutin, de faire le bon choix? Le bon choix, pour moi, qui suis donc du mouvement Cœur Uni, qui est le parti du président Faustin-Archange Touadéra, est le choix du peuple. Parce que, vous le savez, parce que vous êtes des médias, il y a beaucoup d'appels qui viennent en fait de toutes les couches du pays, qui appellent le président Faustin-Archange Touadéra à se porter encore candidat, parce que le peuple voit en lui le candidat de l'avenir. Pourquoi? Parce qu'il incarne deux choses. La paix, la continuité. Ça permet de poser les bases d'avenir. Il y a eu beaucoup d'appels. Il a fait un travail énormissime en République centrafricaine. Et il appartient à un parti politique qui est le mouvement Cœur Uni. Moi, je viens ici sur votre plateau parce que je représente en fait une fédération qui en réalité est
une extension de la représentation qui représente en fait la dynamique démocratique en fait, de notre parti au-delà du territoire national. Mais je peux en profiter de votre plateau pour dire que nous sommes en train d'aller au Congrès, notamment le 17, le 18 et le 19 juillet, pour travailler sur notre parti. Notamment, nous allons réviser nos textes et également choisir le candidat qui portera le flambeau de notre parti en République centrafricaine. J'en profite pour dire que le mouvement qui réunit la totalité dans la République centrafricaine aujourd'hui, plus de 1 800 000 adhérents sur une population et sur un corps électoral qui avoisine dans les 2 millions et quelques. On attend les derniers chiffres encore du côté de l'ANU. Donc c'est pour dire que le candidat du mouvement qui réunit sera le candidat élu. C'est votre dernier mot de la fin? En voyant les chiffres. C'est votre dernier mot de la fin. Sur cette question notamment. Monsieur Delesty, comme j'ai dit, on arrive à la fin de l'émission. Monsieur Delesty, votre dernier mot de la fin, justement, à l'approche des élections présidentielles, a incité les Centrafricains à faire le bon choix? Alors, en termes de choix, il faudrait rappeler quand même quelque chose. On avait dit dans les chiffres, parce que ce sont des chiffres qui sont beaucoup plus parlants. Quand on avance une argumentation sans la solidifier, avec des éléments concrets, pour moi, elle est nulle, cette argumentation-là. On avait entendu au début de l'émission ici qu'on a une population à plus de 70% qui vit dans l'extrême pauvreté. Moi, avec une logique complètement cartésienne, j'ai du mal à comprendre comment une population qui vit sous le seuil de la pauvreté majoritairement peut demander à la personne qui est censée les diriger et qui malheureusement n'a rien fait pendant presque 10 ans de continuer à rester à la tête de ce pays-là. Alors, il n'a pas avancé, il n'a pas donné plus de précision sur cette question de candidature. Il a parlé d'un appel du peuple qui souhaite à ce que le président de la République se représente encore à nouveau. C'est là où, quand on voit les faits, on a du mal à comprendre comment un peuple qui souffre peut demander à la personne qui, pour moi, est leur bourreau, de rester à la tête du pays. Le bon choix, ce n'est pas le choix de l'actuel président de la République qui, forcément, va violer encore les textes de loi à nouveau pour se présenter aux élections. Ce n'est pas ce profil-là. Il n'est pas compétent. Il travaille avec une équipe qui n'est pas compétente et lui-même en est conscient. Lui-même en a parlé en février 2025, où il a dit clairement que ces ministres, il y en a beaucoup qui passent leur temps à voyager sans qu'il y ait des retombées pour le pays. Il y en a certains qui violent son autorité, qui passent outre ces décisions et qui prennent des décisions parallèles. Malheureusement, aujourd'hui, on est au mois de juin, ces personnes sont toujours autour de lui. Elles sont toujours là. Donc c'est là où on comprend très clairement que quelqu'un qui dit que je travaille avec des personnes qui ne sont pas compétentes, mais qui n'est pas capable de se séparer de ces gens-là, malheureusement, ce n'est pas le profil. M. Wani a développé beaucoup plus en fait des choses. Ce n'était pas un mot de fin. Toi, dans tous les cas, Global Africa Télésud est une chaîne justement où on traite. On aura l'occasion. T'es un peu traumatisé à l'idée de me laisser terminer ce que je dis à chaque fois. Mais laisse-moi finir. Un petit dernier de la fin. Il a développé des sujets en fait sur lesquels je n'ai pas eu en fait à rebondir. Tu avais le temps, mais tu as épuisé ton temps. Laisse-moi terminer puisque j'ai continué. J'ai pas abusé. Dernier mot de la fin, messieurs. Ce que je suis en train de dire, il n'est pas digne pour continuer à diriger ce pays-là. Parce que c'est quelqu'un qui préfère l'incompétence à la compétence. C'est quelqu'un qui préfère la médiocrité. Et c'est quelqu'un qui est complètement laxiste. Donc, ce n'est pas un président comme ça. En tout cas, on laissera le choix la République centrafricaine, de pouvoir voter. La République centrafricaine, s'il vous plaît, Madame Dalini. On arrive à la fin de l'émission. La République centrafricaine a besoin d'un leadership cohérent et enraciné, prêt à faire le sale boulot de la reconstruction. C'est noté. En soi, le choix reviendra donc aux Centrafricains. Merci, monsieur, pour ce débat. On se retrouve très prochainement. Vous avez vu, c'est très huilé. On aura d'autres occasions pour justement en débattre sur Global Africa Télésud. Merci de nous avoir écoutés.